Hello, coucou, bonjour, ici Nicole, pas depuis Terre du Sud, depuis le cabinet parisien pour la radio-télévision Attitude Énergie Santé. Alors aujourd'hui, on va se poser une question intéressante mais difficile. Quelle eau boire? Alors d'emblée s'ouvrent deux catégories avec deux camps bien retranchés. Les personnes qui préfèrent boire de l'eau en bouteille et celles qui préfèrent boire l'eau du robinet. Chaque catégorie ayant ses arguments bien installés. Alors commençons par l'eau du robinet. Autant dire tout de suite que l'eau du robinet, elle a quelques avantages et quelques inconvénients. Alors déjà, on peut remarquer qu'elle est beaucoup plus économique que l'eau en bouteille. Parce que, en gros, selon les marques d'eau en bouteille, l'eau du robinet, elle est entre 100 et 300 fois moins chère que l'eau en bouteille. Donc ça, c'est déjà un premier argument qu'on peut remarquer. L'eau du robinet, c'est une eau qui est sécuritaire puisqu'elle est stérilisée. Pas de germes, impossible. Elle a été totalement nettoyée de tout organisme vivant. Alors, ça a un avantage, c'est aussi un inconvénient parce qu'il faudrait se pencher sur comment elle a été stérilisée. C'est ça qui peut de temps en temps lui donner un agréable goût de chlore, une odeur aussi. Donc ça, c'est le premier point qu'on peut remarquer. Deuxième point, c'est une eau qui est filtrée. On peut même dire qu'elle est microfiltrée et pratiquement nanofiltrée puisque actuellement, les filtres à travers lesquels passe l'eau du robinet sont des filtres qui sont à 0,01 micron. Donc vous voyez que c'est des filtres extrêmement fins et qui sont à peu près en capacité de ramasser toutes les microparticules de plastique, entre autres. Vous savez que s'intéresse beaucoup aux microparticules de plastique en ce moment. Dans l'eau du robinet, on en trouve très très peu quand l'infiltration est de ce type-là. Alors après, l'eau du robinet, c'est une eau qui a un pH relativement neutre. En général, on est aux alentours de 7,2, 7,4, 7,6. Savoir si c'est un intérêt ou un inconvénient, là, il faudrait carrément qu'on fasse une vidéo, mais c'est un pH qui est neutre. L'eau du robinet, il y a un autre point à quand même soulever, c'est qu'elle est fluorée. Alors très légèrement, dans des zones où les pouvoirs publics nous disent que c'est bénéfique pour la santé, en particulier, paraît-il, au niveau de l'émail des dents. Ça, on sait maintenant que c'est pas vrai du tout. C'est presque possiblement le contraire. Le fluor, c'est un micronutriment, un microélément, un minéral en très très petite quantité qui s'accumule dans l'organisme. Donc il y a un effet en fonction du temps et qui a une forte capacité à aller se cristalliser, en particulier au niveau d'un endroit qui intéresse beaucoup tous les gens du développement personnel, qui est la glande pinéale. Et clairement, on peut voir sur des gens qui ont, pour des raisons X ou Y, consommé beaucoup de fluor, on peut voir ces concrétions de cristallisation au niveau du cerveau. Il y a des études qui ont été faites qui ont montré que des enfants qui avaient ingéré des grandes quantités de fluor dans la petite enfance avaient un QI qui était plus bas que ceux qui n'avaient pas ingéré de grandes quantités de fluor. Bon, tout ça, c'est des choses que je vous livre comme ça. Allez lire, renseignez-vous, regardez les études, vous allez voir que le fluor, c'est à prendre et à laisser. Alors, l'eau du robinet, il faut quand même savoir que c'est une eau qui arrive chez vous. Alors, vous ouvrez le robinet, l'eau coule de manière sympathique,
Mais cette eau, elle a été canalisée, elle a été mise sous pression. Autant vous dire qu'elle est extrêmement stressée. Et quand elle arrive, elle n'est pas excellente pour la santé, hein. Elle véhicule une énergie qui n'est pas une énergie qu'on a envie de côtoyer. C'est comme si vous rentriez dans une pièce où vous êtes entouré d'un seul coup de plein de personnes qui sont totalement stressées et énervées. C'est comme ça qu'elle arrive, l'eau, chez vous. Donc c'est encore un point à relever. Après, un point quand même extrêmement positif pour cette eau du robinet, outre qu'elle n'était pas chère, c'est que elle n'a pas d'emballage du tout. Donc là, au niveau du zéro déchet, on est pas mal quand même, hein. Voilà, donc ça c'était toutes les petites remarques qu'on peut faire autour de l'eau du robinet. Alors, voyons maintenant les eaux en bouteille. Alors là, les eaux en bouteille, j'ai envie de dire que c'est la bouteille à l'encre. Parce que l'eau, c'est quand même un élément important de notre vie. Et quand on interroge les gens en leur demandant mais pourquoi vous avez fait tel choix, le choix de prendre une eau en bouteille plutôt que l'eau du robinet, ou pourquoi vous prenez ce type même d'eau et vous êtes très très habitué à cette eau et vous n'en changez pas, les réponses qui viennent sont intéressantes à regarder. Parce qu'en fait, on est nourri là par les publicités des vendeurs de bouteilles. Et je vous rappelle quand même qu'il y a eu beaucoup de publicités dans les 30-40 dernières années, quand elles se sont installées. Il n'y en a pas beaucoup qui tiennent la route, hein. C'est des belles propositions, mais qui ne débouchent pas sur grand-chose. Et sur quoi c'est basé? C'est basé sur une quantité de minéraux, c'est basé sur un pH, c'est basé sur une dureté de l'eau. Mais si on réfléchit bien, on est sur des doses qui sont tellement minimes que c'est pas ça qui va changer notre santé. Alors, si on s'intéresse donc un petit peu aux critères qu'on peut repérer sur les eaux en bouteille, déjà, qu'est-ce que c'est la différence entre une eau de source et une eau minérale? Parce qu'il y a deux appellations différentes, c'est eau de source et eau minérale. Ça, c'est déjà flou dans la tête des gens en général. Une eau de source, c'est tout simplement une eau qu'on va ramasser à la source. C'est-à-dire là où elle sort de la montagne après avoir été filtrée dans les différentes couches qu'elle a traversées. Et c'est une eau dont la composition n'est pas forcément toujours exactement la même, qui n'est pas extrêmement riche en minéraux, et qui est juste une eau d'une grande pureté parce qu'elle a traversé un certain nombre de filtres. Une eau minérale, c'est une eau qui est extrêmement stable dans sa composition. Et son appellation est liée à sa composition, c'est-à-dire la quantité de micronutriments qu'elle contient, son pH et la dureté, c'est-à-dire la quantité totale de minéraux qui sont dedans. Ce qui est sûr, c'est que, à contrario, là, les eaux en bouteille sont beaucoup plus chères que l'eau du robinet. Par rapport à l'eau du robinet qui est stérilisée, les eaux en bouteille ne sont pas stérilisées. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous ouvrez une bouteille d'eau, il est quand même fortement recommandé de la boire rapidement, sinon il y a un petit risque que cette eau tourne un peu et puisse contenir des germes. Ça, c'est un autre point qu'on peut relever. Et puis, le point essentiel, c'est qu'elles ne sont plus du tout embouteillées dans des bouteilles en verre, mais toutes dans des bouteilles en plastique. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au fil des années, la couche de plastique s'amincit. Et maintenant, c'est à peine si on peut les tenir en main, hein, les bouteilles d'eau. Alors c'est sûr que si vous faites le choix de consommer de l'eau en bouteille, moi j'aurais envie de vous conseiller de prendre des plastiques qui sont durs. Donc ça veut dire ne pas acheter les petites bouteilles, ni les bouteilles d'1 litre ou d'1,5 litre, mais plutôt de vous tourner vers les bidons de 5 litres, voire de 10 litres. D'abord, ça fait moins de plastique qui est utilisé, donc dans l'idée de rechercher
le moins de déchets possible, c'est déjà intéressant. Et en plus, c'est des plastiques qui se transforment moins facilement. Parce que, quand même, un des gros inconvénients de ces eaux en bouteille, c'est que le plastique, il n'est pas très stable à la lumière et surtout au soleil. Et donc, ben voilà, vous êtes sur l'autoroute, vous achetez votre bouteille d'eau, vous roulez, la bouteille, elle est à côté du pare-brise, avec le pare-brise qui concentre bien les rayons du soleil. Si on s'intéresse à la qualité de l'eau que vous êtes en train de boire après 2-3 heures de route, c'est pas forcément tout à fait génial. Ce qu'on peut remarquer quand même pour défendre un peu ces eaux minérales et ces eaux de source, c'est que au moins elles sont en apparence utilisées en première intention, elles n'ont pas servi avant. Après, si on prend un peu de recul et qu'on regarde un peu plus large, on se dit que ça change pas grand-chose, parce que d'où elles viennent, ces eaux de source, bah, elles viennent de la pluie. La pluie, d'où elle vient, c'est les remontées des grandes réserves d'eau. Donc je ne fais pas de dessin. Voilà. Finalement, il n'y a pas grand-chose qui ne soit pas en circuit fermé. Hein. Le circuit est un petit peu plus grand, mais on est toujours en circuit fermé. Donc c'est pas vraiment un avantage non plus. Alors, après, il y a eu beaucoup de publicités basées sur le fait que les eaux en bouteille apportaient, quand on les choisissait bien, un pH intéressant qui était un pH alcalin. Alors ça encore, on se moque bien de nous quand même. Parce que il y a confusion qui est volontairement entretenue entre le pH de l'eau et le pouvoir alcalinisant. Et le pH et le pouvoir alcalinisant, c'est pas du tout la même chose. Le pH, c'est mesuré sur une échelle de plus ou moins alcalin, plus ou moins acide, un aliment ou une boisson. Alors que le pouvoir alcalinisant, c'est de s'intéresser en unité de quantité ingérée à sa capacité de récupérer de l'acidité de l'organisme. C'est pas du tout la... Je vais prendre un exemple concret pour que vous saisissiez bien la différence. Si on prend les épinards, par exemple, le pH de la feuille d'épinard, hein, le verre de l'épinard, la feuille de l'épinard que vous venez de cueillir et que vous consommez, elle a un pH à 6,4. Vous voyez bien d'ailleurs, quand vous le mettez en bouche, c'est extrêmement acide. Mais par contre, elle a un pouvoir alcalinisant qui est environ de 2250 mg par litre. Et c'est ça réellement qui est important quand on est dans une recherche de récupération de santé et de vitalité et qu'on veut se débarrasser d'une acidification à l'intérieur des tissus. Même chose si vous prenez du bicarbonate de soude, et là je vais un peu être pas très gentille avec tout le matériel qu'on nous vend pour soi-disant alcaliniser l'eau de notre boisson, etc. Quand on prend une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude et qu'on le met dans un verre d'eau, on obtient un pouvoir alcalinisant qui est environ de 1500 mg par litre. Et tous les matériels divers et variés qu'on nous vend pour traiter l'eau et soi-disant augmenter le pH de l'eau, le rendre alcalin, ne font bouger que de quelques milligrammes par litre cette alcalinité. Ça veut dire qu'ils vont être efficaces sur quelques litres d'eau qui va passer à travers ce système, mais pas plus que ça. Alors, si on prend un peu de recul et si on s'intéresse vraiment à la qualité de l'eau, entre l'eau du robinet et les eaux en bouteille, avantages, inconvénients, c'est à vous de choisir, de voir qu'est-ce que vous préférez et puis de vous positionner par rapport à ça. Mais je voudrais terminer par un point un petit peu rafraîchissant, léger et joyeux, qui est de contempler un torrent, une petite rivière, comme la Siagne que je vous ai montré et que je vais vous remontrer. Et l'eau, elle est vivante là. Et en fait, l'eau en bouteille, elle est plus vivante. Elle est enfermée dans ce plastique, elle macère dans ce plastique pendant un certain temps.
Elle traîne sur les rayons du supermarché, après elle est dans votre voiture, derrière la fenêtre, dans la cuisine. Le plastique se transforme, enfin bon, voilà. Et l'eau du robinet, imaginez l'eau du robinet. On va la prélever dans les rivières, dans les lacs, on la met dans des canalisations, on la met sous pression, on la stresse bien, on l'oblige à monter au 15e étage de l'immeuble, toujours sous pression. Et d'ailleurs, pour que vos canalisations dans la maison ne fuient pas de partout, on est obligé de mettre un régulateur de pression, tellement elle est maltraitée cette eau. Donc autant vous dire qu'elle n'est pas très vivante, elle n'est pas très détendue non plus. Et qu'est-ce qui rend vivant un aliment ou l'eau que vous allez consommer? C'est la présence de biophotons. Vous savez, ces toutes petites particules de lumière qui sont présents partout là où c'est vivant. Et pourquoi on insiste autant en vous disant mais mangez des aliments vivants? Ils sont pas si vivants que ça puisqu'on vient de les cueillir, de les ramasser, mais ils sont quand même très proches du moment où ils étaient vivants, et donc les biophotons ils sont là. Et si vous consommez ces aliments tout de suite, ben vous profitez des biophotons. Et si vous buvez une eau, alors vous allez me dire que c'est pas possible, mais on part dans ce qui était la vie de l'être humain au démarrage quand même, et quand c'est possible, il faut se faire ce plaisir. Si vous allez mettre les pieds dans un torrent et que vous buvez cette eau, vous allez voir que c'est quand même quelque chose de très particulier. Donc voilà, je voulais terminer sur cette note qui est à la fois optimiste et pessimiste, parce que c'est plus tellement atteignable. En plus, je vous vois arriver, vous allez me dire, oui, mais dans ton torrent, il y a le cultivateur qui gna 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 gna, la station d'épuration des eaux usagées qui gna 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 gna. Mais voilà, c'est quand même, l'idée, c'est d'être le plus proche de la nature possible. Et puis bon, après, de pas en faire toute une histoire, parce que finalement, la solution, elle est tout à fait ailleurs. On en reparlera. La prochaine fois, je vous parlerai des aquaporines. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.